Bien, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Merci d'être ici ce soir au Collège des Bernardins pour cette deuxième conférence de droit, liberté et foi consacrée à la loi, la famille et l'argent. Je tiens à vous dire ici ce soir, en présence de monsieur le représentant du cardinal, en présence des professeurs de droit que j'ai aperçus, des magistrats, des confrères et de toutes les personnes qui participent à ces conférences, ma joie de présider celle-ci. Ces conférences suscitent de plus en plus d'attraction, non seulement pour les juristes, mais aussi pour l'ensemble des personnes qui sont intéressées par la place du droit dans notre société. Le sujet que nous traitons cette année est un sujet tout à fait intéressant parce que nous parlons de cette préoccupation centrale de nos sociétés qui semble avoir perdu du spirituel pour s'intéresser plus au temporel. Et donc, nous parlons de l'argent et du droit. La norme de droit qui régit nos sociétés est celle qui partage aussi l'argent. C'est en fonction de la norme de droit que vont être distribuées les ressources d'un couple. C'est en fonction de la norme de droit que vont être dévolus au sein d'une famille les biens dans une succession. C'est en fonction de la règle de droit que les époux contribuent aux charges du mariage et à l'éducation des enfants. Et c'est en fonction de la règle de droit que le juge décide du montant de la prestation compensatoire, du montant de la pension alimentaire lorsque les époux se séparent. C'est-à-dire que dans la vie familiale, et c'est le sujet de ce soir, la loi, la famille et l'argent, dans la vie familiale, la loi est à la fois extraordinairement absente, car la famille, c'est d'abord le lieu de l'affection partagée, c'est le lieu dans lequel on s'aime, c'est le lieu dans lequel on s'éduque, on partage, mais en même temps, la loi est extraordinairement présente puisqu'elle régit tout au sein de la famille. Elle régit l'état civil des parents, elle régit leurs relations matrimoniales lorsqu'ils se marient, elle fixe leur contrat de travail. Lorsqu'ils ne se marient pas, ils peuvent choisir d'adopter un PACS. Elle régit la façon d'élever les enfants, elle régit le temps de la majorité, elle régit le moment où les enfants peuvent être émancipés, elle régit la séparation des époux, je l'ai dit, elle régit la façon dont les enfants vont être partagés, si tant est qu'on puisse employer ce mot, entre leur père et leur mère, avec ces horribles décisions des deuxième et quatrième week-ends ou de chaque fin de semaine, pour parler comme les Québécois, où les enfants quittent l'un de leurs parents pour aller chez l'autre parce que ceux-ci se sont séparés. Et puis, lorsque les gens décèdent, eh bien, la loi vient dire qui reçoit de l'argent, et chacun connaît, dans la littérature du XIXe siècle, le sort que faisait le Code civil napoléonien à l'enfant adultérin. Donc, il y a dans la loi, qui est la vérité d'un instant d'un peuple, la façon d'exprimer la conception que la société qu'elle régit organise la vie des familles. J'ai pour discuter de ce sujet, pour échanger sur ce sujet, trois orateurs d'exception. D'abord, Thierry Massis, qui sera le premier à parler de notre sujet pour l'introduire. Thierry Massis est l'animateur de ces conférences Droit, Liberté et Foi. Il est avocat au barreau de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre, membre de la Commission consultative des droits de l'homme. Il est complètement investi dans Droit, Liberté et Foi. Et si vous téléphonez à l'Ordre des avocats pour savoir qui s'occupe de Droit, Liberté et Foi, la probabilité est grande qu'on vous renvoie immédiatement vers Thierry Massis, dont dans quelques instants, vous allez découvrir la verve et l'inspiration. Et puis, j'allais presque dire deux grands témoins. D'abord, Béatrice Weisgut. Béatrice Weisgut est sans doute, je dirais sûrement, l'une des meilleures spécialistes françaises de droit de la famille. Il y a, j'allais dire, dans le top 5 des spécialistes français du droit de la famille, de ceux qui connaissent la misère des séparations, de ceux qui connaissent le problème des gens qu'il faut placer sous tutelle, de ceux qui problèment le sort, des éloignements de parents qui se séparent et qui choisissent d'habiter en Nouvelle-Calédonie. Je le dis, c'est le point le plus éloigné de la métropole où l'on parle encore le français. C'est un choix stratégique fait parfois par des parents
lorsqu'il décide de créer vraiment une vraie difficulté pour l'exercice du droit de visite. Quand vous mettez 20 000 km en avion et 12 heures de fuseau horaire, vous rendez la vie vraiment difficile. Elle a travaillé, bien sûr, au sein de commissions gouvernementales françaises, sur la réforme du divorce, du droit de la filiation, du PACS, sur le statut des femmes immigrées aussi. Elle a travaillé dans des comités auprès des institutions européennes, des comités d'experts, par exemple, sur les effets patrimoniaux du mariage, et elle a travaillé au sein de la profession d'avocat, puisqu'elle est ancienne secrétaire de la conférence du stage. C'est un concours d'éloquence renommé qui comporte dans ses rangs les plus grands d'entre nous. Elle est ancien membre du Conseil national des barreaux et à cet égard, elle organise avec un dévouement constant les états généraux du droit de la famille. Elle est chairman, j'aurais dit président, du comité de la famille du Conseil des barreaux de la Communauté européenne. Le CCBE, c'est l'organe qui réunit l'ensemble des avocats de l'Union européenne pour être son interlocuteur auprès des pouvoirs publics, commission, conseil et parlement. C'est donc l'avocat, l'homme, la femme du conseil, la femme aussi du contentieux, la femme qui doit s'exprimer pour porter la parole de ses clients devant les juges. Et l'avocat, c'est celui qui initie, c'est celui qui termine souvent les procédures. C'est le réceptacle souvent des pleurs et des désespoirs, mais c'est aussi celui qui porte la parole d'espoir de ses clients. Et puis alors, à ma droite, Alain Lambert, qui est le notaire de notre débat de ce soir. Alain Lambert était notaire à Alençon. Je pense qu'on connaît plus Alain Lambert pour son parcours politique, puisqu'il a un parcours politique exceptionnel, un parcours politique ancré, j'allais dire, dans la ruralité, puisque sa carrière est partie de l'Orne et de la Basse-Normandie. Il est maire UDF d'Alençon jusqu'en 2002. Il est sénateur de l'Orne. Et puis, je passe sur ses nombreuses fonctions. Il est surtout connu pour être ministre délégué au budget en 2002. Il est actuellement président du Conseil général de l'Orne. Monsieur le ministre, c'est un honneur de vous avoir à cette table ce soir. J'indique que le notaire qui est ici avec vous ce soir, le notaire, c'est celui qui est, depuis Balzac, le confident de la famille. Dans le droit français, nous avons un certain nombre de mécanismes contractuels. Dans les mécanismes contractuels, il y a l'acte authentique. L'acte authentique, c'est celui conçu par le Code Napoléon, dans lequel on demande à un tiers de confiance, qui est un officier public ministériel, de venir attester de ce que les parties ont décidé de faire ensemble. Donc le notaire est celui qui reçoit le contrat de mariage des époux. Et puis le notaire, c'est celui qui accompagne les époux lorsque ça se passe bien. On va acheter une maison et donc on parle au notaire en confiance. Vous savez, le notaire de famille, comme le médecin de famille. Et donc on s'adresse à lui. Et puis les parents décèdent. Et à ce moment-là, on s'adresse à nouveau au notaire pour dire mais comment on fait? Parce qu'on découvre à ce moment-là qu'il y a parfois une famille parallèle, un demi-frère dont on ignorait tout, qui arrive pour dire finalement mais moi aussi j'ai droit à ma part. Et donc lorsque le notaire ouvre les testaments, ça fait l'objet de films, de pièces de théâtre, on découvre à ce moment-là, stupéfaction, que le père de famille exemplaire avait une vie parallèle plutôt dissolue, et cela crée des difficultés au niveau de la dévolution successorale. Et donc le notaire est là pour parler avec la famille. C'est un confident nécessaire, et le notaire parle bien sûr souvent d'argent, puisque dans les moments difficiles ou dans les moments joyeux, il y a toujours des questions d'argent, soit parce qu'on achète, soit parce qu'on ne peut pas payer, et le notaire est au cœur. C'est un moment de confluence de la confidence juridique des époux. Voilà ce dont nous allons parler ce soir. Je veux, sans désemparer, tout de suite donner la parole à Thierry Massis en vous disant véritablement le plaisir que j'ai ici d'être avec vous ce soir et le bonheur que l'on me donne de pouvoir intervenir de ci, de là, dans le débat, pour pouvoir y apporter une pointe de provocation, si besoin, et ensuite d'interroger la salle afin d'entendre les questions qu'elle peut avoir à nous poser. Cher Thierry, c'est à toi. Merci, Monsieur Bâtonnier. Monsieur le représentant du cardinal, Messieurs les bâtonniers, Mesdames, Messieurs les hauts magistrats, Mesdames, Messieurs, mes chers confrères, mes chers amis, le thème de cette deuxième conférence nous amène à réfléchir sur les rapports de l'argent et de la famille. La famille n'échappe pas à l'ambivalence de l'argent. Ici, comme dans d'autres domaines, l'argent à la fois libère, mais en même temps détruit.
Peut-être que l'aspect maléfique de l'argent est encore plus prégnant dans le domaine familial. La littérature romanesque témoigne de la place centrale de l'argent dans les conflits et les tensions familiales. Écoutons Louis, le héros du Nœud de vipère de François Mauriac. Tandis que moi, j'aime l'argent, je l'avoue, il me rassure. Aussi longtemps que je demeure maître de la fortune, vous ne pouvez rien contre moi. Il en faut si peu à notre âge, me répètes-tu, quelle erreur. Un vieillard n'existe que parce qu'il possède. Dès qu'il n'a plus rien, on le jette au rebut. Nous n'avons pas le choix entre la maison de retraite, l'asile et la fortune. Oui, j'ai peur de m'appauvrir. Il me semble que je n'accumulerai jamais assez d'or. Il vous attire, mais il me protège. Ce texte montre le caractère particulier de l'argent dans les rapports familiaux. L'argent est tout autre chose qu'un pouvoir d'achat indifférencié. C'est un symbole lié à des représentations mythiques, à la notion de prestige, de pouvoir. Souvent, l'argent dans le domaine familial a pour objet de compenser des carences affectives. Le débat concernant, dans ce cadre que je voulais présenter rapidement d'ailleurs, le débat concernant les rapports de l'argent et de la famille est dominé par un certain nombre de facteurs idéologiques, économiques et enfin démographiques que je voudrais avec vous évoquer rapidement. Le premier facteur, c'est le facteur idéologique qui est l'éclatement de la famille. Au sein de notre société existent plusieurs modèles familiaux, plusieurs modes de vie en famille. Notre société se caractérise par le pluralisme. Le modèle de la famille fondé sur le mariage est aujourd'hui concurrencé par d'autres modes de vie en famille qui ont acquis une reconnaissance sociale et juridique. Citons les familles hors mariage, les familles recomposées, les familles monoparentales, les familles unilinéaires, c'est-à-dire où l'enfant est élevé par un seul de ses parents. Enfin, l'un des phénomènes marquants de notre société, qui est l'accroissement des couples de même sexe, avec tout le débat aujourd'hui concernant leur statut. Comme l'écrit le professeur Philippe Mallory, plus que d'autres, notre politique de la famille est agitée par l'âpreté de ses désaccords et dominée par le pluralisme culturel, religieux et politique, se réduisant parfois à des fragmentations de la société, chaque groupement croyant que les autres vivent en marge. Ces nouvelles données familiales ont une influence économique très importantes et ont été déterminantes dans la construction de la loi du 23 janvier 2006 sur le droit des successions qui a accru le rôle de la volonté individuelle. Au terme de cette nouvelle loi, citons notamment la remise en cause de la réserve héréditaire qui, par la possibilité de renoncer d'une manière anticipée à l'action en réduction, la mise en place des libertés graduelles, les donations transgénérationnelles, tous ces éléments influent par l'éclatement de la famille, la remise en cause de la famille et la revendication de l'individu et de la liberté. Deuxième élément, deuxième facteur, le facteur économique. Plus que l'argent nominatif, c'est la notion de patrimoine qui nous intéresse ici. Le patrimoine, selon la définition du doyen Carbonnier, est l'ensemble des biens et des obligations d'une personne, envisagé comme une universalité de droit. Le patrimoine, et c'est ça qui était intéressant par rapport à l'argent, le patrimoine, depuis Aubry-Hérault, est lié à la personne. Toute personne a un patrimoine, qu'il soit extrêmement riche, qu'il soit pauvre, qu'il n'ait rien. Et le contentieux aujourd'hui des successions intéresse non seulement les grands noms, mais aussi les milieux modestes et agricoles. Le droit des successions s'est appauvri et a pour cause le lent amenuisement des fortunes acquises. La source principale de la richesse devient le travail plus que le capital. Le droit de la famille connaît des relations patrimoniales plus de type alimentaire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'héritage, et nous le savons et nous le ressentons, n'est pas seulement une affaire d'argent. Il y a l'héritage de l'éducation, et le doyen Carbonnier l'a très très bien montré. Il y a l'héritage de l'éducation, des relations, de la culture, mais aussi tous ces droits immatériels, tous ces droits innés, selon la formule d'Aubry-Hérault, qui échappent à l'emprise de l'argent. Le droit moral, les droits de la personnalité, les souvenirs de famille. Autre dimension économique, en matière de droit patrimonial de la famille,
La référence n'est pas la monnaie fragile et qui suit les fluctuations monétaires. Ici, le droit des successions et même tout le droit patrimonial de la famille ne s'attache pas à la monnaie en tant que telle, mais à la valeur réelle. Le droit patrimonial a consacré la notion allemande de la dette de valeur. Et pour lutter contre la dépréciation monétaire, qui était le grand combat du droit des successions du XXe siècle, la loi recule aujourd'hui l'évaluation des biens jusqu'au jour du partage. Ça a été consacré par la loi du 23 juin 2006. Le droit des successions est aujourd'hui fondé sur la dette de valeur, et dans le débat de l'argent que nous avons, c'est un débat essentiel, car ce qui est souhaité par le législateur, c'est retirer l'évaluation des biens de la fluctuation monétaire. Le facteur démographique, et c'est le dernier facteur que j'évoquerai, signe des temps. Dans la loi du 23 juin 2006, l'ascendant n'est plus un héritier réservataire. Il n'a plus cette part, j'allais dire, intouchable. L'ascendant devient un héritier comme un autre. Et cela pose la question: quel regard notre société porte sur la vieillesse? Dans les sociétés anciennes, et nous le savons, les personnes âgées étaient respectées par ce qu'elles représentaient, l'expérience, la très grande sagesse, le temps que les personnes avaient pour discourir. Nos modes de vie ont changé totalement ces éléments. La prolongation de la durée de la vie humaine rend les conflits de génération plus fréquents. Les personnes âgées voient leurs enfants se détacher d'eux. Ces personnes âgées se rapprochent alors de tiers, faisant naître de nouveaux conflits et de nouvelles affections. La question de la solidarité de la génération et de notre rapport à l'argent à cet égard devrait être un temps fort de notre réflexion. Alors, j'ai voulu balayer assez vite, je pourrais continuer longtemps sur ces facteurs, mais je vais céder la parole à Béatrice. Oh, excusez-moi. Alors, on se rend compte que la famille donne à l'argent un visage particulier. La famille n'a pas seulement pour fondement l'activité économique, elle est agitée par les passions, la sexualité, les relations avec les enfants. Mais malgré l'extraordinaire évolution de notre droit consacrant la volonté individuelle, il est un principe qui demeure, c'est celui de la transmission patrimoniale fondée sur les règles de parenté. Ce principe s'oppose au droit anglo-saxon qui assure une totale liberté de tester, y compris la faculté possible de déshériter les enfants. L'on peut se réjouir de cette synthèse que la France essaye d'avoir entre l'équilibre de la volonté individuelle et l'institution en tant que telle qui préserve la transmission, car à travers ces réformes successives, elle maintient le principe fondateur du patrimoine selon l'ordre de parenté. Ainsi, comme toujours, comme le disait le doyen Carbonnier, la famille est entre ciel et terre, c'est-à-dire qu'à la fois aujourd'hui, la loi veut prononcer, reconnaître la volonté individuelle et marquer son attachement à ce qui constitue le corps d'une société, c'est-à-dire la vitalité de l'institution familiale. Je vous remercie. Merci. Alors, je vais donner la parole, bien sûr, à Alain Lambert. Je voudrais rebondir sur ce que dit Thierry avec une information qui résulte d'un voyage en Chine que je viens de mener avec le Conseil de l'Ordre, réalisant que en Chine, où il y a l'enfant unique, la conception chinoise des relations avec cette société policière et en même temps formidablement capitaliste, la Chine épargne parce qu'il n'y a pas d'éducation gratuite et obligatoire comme chez nous. L'éducation est payante. La Chine épargne parce qu'il n'y a pas de système de santé comme chez nous et qu'en conséquence de quoi, c'est la famille qui constitue le lieu de la réserve en cas de besoin. De la réserve pour élever l'enfant unique. Là aussi, il y aurait à dire sur la loi
qui crée l'enfant unique et qui a pour conséquence un vieillissement de la population chinoise avec un déficit de 450 millions d'enfants qu'ils n'ont pas, ce qui va poser des problèmes de consommation que je vous laisse imaginer pour nos économies dans 20 ou 30 ans, mais en même temps des comportements familiaux parce qu'en Chine, on ne peut se marier que si le promis a un appartement. S'il n'a pas d'appartement, trouver une promise est extraordinairement compliqué. Et je pourrais développer ça en vous disant que quand vous êtes marié femme en Chine, vous n'avez pas un enfant comme cela, il faut demander une autorisation de procréer. Vous voyez que le droit rentre parfois jusque dans l'intime de la relation familiale. Alors, le notaire que vous êtes, cher Alain Lambert, le notaire que vous êtes, c'est pareil, et les avocats en ont été un peu interpellés, c'est pareil il y a quelques mois de l'idée d'être le juge de l'amiable. Le notaire, le juge de l'amiable, nous avons vu dans cet intitulé une petite provocation de la part de ceux qui étaient les conseils naturels des familles pour rentrer dans le monde judiciaire. J'aimerais donc que vous nous disiez, pour introduire ce débat sur la famille et l'argent, le rôle du notaire et comment vous voyez l'intervention du notaire dans l'intime de la vie familiale. Monsieur le bâtonnier, merci. Je ne suis pas sûr d'être légitime pour parler du notariat, parce que je n'exerce plus la fonction, mais je pourrais le faire tout à l'heure en vous disant que, en revanche, votre expérience chinoise va être au cœur de ce dont nous devons parler avec Béatrice, parce que la montée des solidarités nationales est parallèle à la baisse permanente des solidarités familiales. Et donc, vous avez, de ce point de vue, monsieur le bâtonnier, introduit le sujet immédiatement après que Thierry l'ait fait à sa manière, avec beaucoup de passion et beaucoup apprécié la manière dont vous avez présenté les choses. Je voudrais à mon tour, très brièvement, saluer les autorités religieuses qui nous accueillent, saluer le barreau en votre personne et adressant un clin d'œil à vos prédécesseurs, que j'ai bien connus, quand je présidais les notaires, justement, qui sont les concurrents, d'après ce que j'ai compris, oui. Et remercier Thierry et de remercier surtout Béatrice, puisque nous avons travaillé ensemble, et ça a été une joie pour moi de la mieux connaître. Et puis vous saluez tous. Très vite. Loi, famille, argent. D'abord, pour ce qui me concerne, j'ai cherché s'il y avait un lien circulaire entre les trois vocables. À dire vrai, je n'en ai pas vraiment trouvé, mais j'ai trouvé vraiment à enrichir ma pensée. J'espère pouvoir vous traduire un certain nombre d'éléments que j'ai trouvés en y travaillant dans l'articulation entre deux des trois éléments. Quand vous regardez, par exemple, la question de la loi et de la famille, c'est passionnant. Quand vous regardez la question de l'argent et de la loi, c'est passionnant. Et quand vous regardez la question de la loi et de l'argent, c'est passionnant, mais ça a été très bien traité la semaine dernière par Antoine Comornay, je me permets de l'appeler par son prénom, par le père Antoine de Robanet et par Jean-Pierre Jouillet. Donc, monsieur le bâtonnier, je vais, en complicité avec Béatrice, pour ce qui me concerne, avoir peut-être un propos plus sociologique et moins juridique. Et Béatrice l'incarnera dans l'expérience que vous avez très bien décrite, quotidienne, qui est la sienne. Donc il y a deux points que je voudrais vous souligner. C'est d'abord celui de la loi qui est relative à l'argent et la famille, et la question de savoir si cette loi, précisément, est le bon régulateur des relations entre l'argent et la famille. En vérifiant à la fin, parce que c'est quand même un sujet délicat, si l'argent ne peut être que mauvais ou s'il peut contribuer au progrès de la société dès lors qu'il en est le serviteur et non le maître, comme l'Église nous l'enseigne. Première question, un peu délicate, de l'argent au sein de la famille. Vous l'avez évoqué tous les deux. Son utilité, ses dangers, ses effets collatéraux. Béatrice, encore une fois, en traitera et je me contenterai, pour ce qui me concerne, de quelques observations préliminaires. En commençant par le XVIIIe siècle, et vous précisant que je n'étais pas notaire à cette période. La famille était un lieu de vie, un lieu d'affection, comme vous avez dit tout à l'heure, entre les parents, les époux, les enfants, une sorte de sphère privée, intime, clairement séparée de la sphère industrielle et marchande, adossée à des principes d'action absolument inconciliables. La première, c'était la rationalité utilitaire d'un côté, qui était celle de l'entreprise, l'autre, le désintéressement, qui était celle de la famille. Bref,
pas de sentiments dans les affaires, pas de calcul dans la famille. Cette conception va se renforcer d'ailleurs tout au long de la première partie du XXe siècle, avec une idéalisation du mariage d'amour, d'autant plus admiré qu'il était entouré de valeurs, de gratuité, d'inconditionnalité. Puis ces liens s'épanouissent d'autant plus que ces solidarités collectives dont nous parlions il y a un instant se substituent progressivement aux solidarités familiales, grâce notamment ou à cause, après tout ça se discute, de la protection familiale, de la protection sociale, puisque nous sommes protégés dans tous les domaines de la santé, de la dépendance, de tous les accidents de la vie. Les normes sociales dites classiques se transforment en liens qui sont réputés plus choisis par les époux, qui deviennent des individus autonomes, désireux d'ailleurs de définir leurs propres règles, leurs propres valeurs, leur propre mode de vie, et considérer que la loi n'a pas à régir ces modes de vie. Si le rôle économique de la famille est moins mis en avant, néanmoins, l'argent s'invite au sein de l'espace familial. Le niveau de vie moyen s'accroît, le conjoint travaille, les tâches domestiques sont assurées par des fournisseurs de biens, de services marchands, ce qui fait que cette famille que je qualifiais il y a un instant d'affective se laisse progressivement, en quelque sorte, un peu monétariser, c'est-à-dire qu'elle entre dans la société marchande et elle vous vit moins en société autarcique. Alors, je crois qu'il est intéressant d'examiner ce passage progressif de la famille un peu traditionnelle au couple nouveau, alors je ne sais pas si le vocable est bien choisi, et surtout de regarder quels sont les croisements différents de ressources financières au sein de ce nouveau couple. Alors, je fais vite, mais au siècle précédent, le partage des tâches était très, très facilement organisé. Les femmes prenaient en charge le foyer et les enfants. Les maris devaient aller gagner l'argent du ménage à l'usine ou sur les chantiers. Et il y a le rapport de M. Berdrich qui, en 1942, qui est un excellent économiste que vous connaissez tous, résume la formule que je ne résiste pas à l'envie de vous confier, et vous verrez, elle est sommaire, un peu inhumaine, je le cite, « Par le mariage, la femme acquiert le droit au soutien de son mari en tant que premier protecteur contre les dangers qui guettent directement la femme seule. Elle s'engage pour sa part à fournir un service essentiel, mais non rémunéré. Voilà pour le cas où les mauvaises idées viendraient à lui tourner la tête. » Ce n'était qu'en 1942, certains d'entre vous étaient nés. Ce n'était pas mon cas, je m'empresse de le dire, pour ceux d'entre vous qui m'accordent un âge un peu avancé. Comme le travail rémunéré est mieux considéré que celui qui ne l'est pas, parce que je vous rappelle que la femme au foyer, on dit qu'elle ne travaille pas, et comme ce travail est rémunéré et mieux considéré, eh bien le travail réel au sein de la famille l'est moins. La femme est économiquement dépendante du mari, auquel personne d'ailleurs n'a jamais imaginé de lui rappeler qu'il était dépendant à l'égard de sa femme, notamment pour la bonne marche du foyer et l'éducation des enfants. Le mari, comme la femme, ne peuvent pas d'ailleurs s'empêcher de croire que celui qui a gagné l'argent en détient un droit supérieur pour son utilisation. Et puis la femme a investi à son tour la sphère du travail salarié. Les couples ont pris acte d'une sorte d'autonomie individuelle. Ça s'est fait progressivement, mais ça s'est fait réellement. Et d'égalité entre les époux ou les partenaires selon la nature du bien qui les unit. Chaque membre du couple possède son compte personnel, parfois joint, mais pas toujours, et contribue à proportion de ses revenus aux charges des ménages. Au sein du couple, il y a un rééquilibrage des revenus qui s'opère entre l'homme et la femme. Le rééquilibrage de revenus donne aussi un rééquilibrage de leur statut. L'autonomie acquise par chacun d'eux n'est d'ailleurs pas sans poser de nouvelles questions, notamment lorsque la formation initiale, le salaire, la promotion sociale est plus importante chez la femme que chez l'homme. Des tensions peuvent en résulter. Elles peuvent d'ailleurs aboutir à une rupture à raison des écarts qui se creusent entre leur situation initiale au moment où ils se sont rencontrés et 10 ou 15 ans après. Donc vous voyez, la question de l'argent au sein de la famille est un sujet extrêmement délicat. Et je pense que Béatrice, par sa présentation très concrète de ce qu'elle vit dans son cabinet, va nous illustrer ces sujets que je n'ai fait qu'effleurer à raison du temps
qui nous est imparti. Je voudrais simplement, avec son autorisation, dire un mot de l'héritage, non pas sur le plan technique, mais sur le plan, encore une fois, plus sociologique. L'héritage en France a mauvaise réputation. Il constitue une forme d'aubaine, perçue par certains comme une inégalité, voire une injustice flagrante. Pour d'autres, il est perçu comme le prolongement d'une vie de parents soucieux de l'avenir de leurs enfants. Il est vrai que ceux-ci, vieillissant de plus en plus loin, consultent souvent les juristes pour protéger le fruit du travail de leur vie, afin qu'il soit transmis équitablement à leurs enfants, dont ils se soucient de l'avenir. Et la vérité oblige à dire que s'ils n'organisent pas eux-mêmes de leur vivant le partage de leurs biens, les désaccords futurs entre les enfants sont hélas possibles, parfois probables. Les enfants, d'ailleurs, qui sont les plus ardents à brandir l'égalité, ne se montrent pas, je parle sous le contrôle de Béatrice, ne se montrent pas toujours les plus désintéressés. Le réflexe égalitaire français reste pour moi un mystère après 35 ans de notariat et 25 ans de vie politique. Je ne trouve pas, d'explication que dans une hypothèse, qui est d'ailleurs extrêmement belle, c'est que les parts égales des biens seraient représentatives des parts d'affection des parents. Nous avons tous des souvenirs, nous les juristes, de situations qui défient le sens commun lors du partage d'objets personnels. Je dis d'objets personnels parce que c'est souvent sur les objets personnels où la charge affective est très très forte que les différends sont très puissants après un décès et pire encore après un divorce. L'héritage me semble être un marqueur important de la part d'affectivité qui se mêle à l'argent pour en faire un facteur de division plus que d'unité au sein de la famille. Dans la répartition des sujets auxquels nous avons procédé ou à laquelle nous avons procédé avec Béatrice, elle vous éclairera probablement aussi en détail sur les ressorts de ces questions d'argent au sein de la famille. Donc je vais vous proposer maintenant de voir si la loi peut être un bon régulateur au sein de la famille et de la société pour les questions d'argent. Alors, c'est le notaire honoraire qui va vous parler. Je retire immédiatement magistrat du contrat parce que je sens que je vais déraper sur des questions professionnelles dont vous n'avez que faire. Et c'est le législateur, constituant un jour, organique le lendemain, ordinaire un autre jour, qui essaiera de vous éclairer et de partager avec vous des enseignements tirés de beaucoup d'années passées dans les hémicycles du Parlement pour l'élaboration, alors dans mon étude de normes contractuelles, au gouvernement de normes réglementaires, au Parlement de normes législatives ou constitutionnelles, qui sont supposées régir les relations entre nos compatriotes, réputés depuis 2000 ans, cependant querelleurs et ingouvernables. Donc, premier enseignement d'humilité du praticien que je suis, c'est que la loi ne tient pas lieu de vertu et que la règle ne tient pas davantage lieu de vertu, y compris pour résoudre les questions relatives à l'argent. Je mesure l'évidence de cet énoncé, mais je veux témoigner du réflexe compulsif des Français et de leurs dirigeants politiques, quelle que soit leur sensibilité, à vouloir résoudre tous les problèmes de la société, tous les problèmes de mauvais comportement des citoyens, par des lois, par des règlements, par des engagements, par des codes, par des promesses faites à eux-mêmes dont ils savent par avance qu'ils ne les respecteront pas. Ce syndrome est parfois pathétique et parfois destructeur. Il accumule, je vous jure, parfois le ridicule, le coûteux, l'inextricable, comme disent les gens aujourd'hui, une destruction quasi massive de principes juridiques fondamentaux acquis parfois depuis des siècles. Je prends un exemple que vous allez trouver au-delà de la condition des familles, mais après tout, la question des finances publiques nous concerne tous parce que la question est de savoir si l'euro qu'on a dans notre poche a encore une chance d'être une monnaie demain. Eh bien, on va prendre cet exemple. On veut réformer la Constitution. On l'a déjà fait en 2008, sur le même sujet, pour nous obliger, en moins contraignant, aux engagements que nous avons déjà souscrits dans les traités européens. Et en prétendant solenniser une trajectoire de vertu budgétaire que nous nous empressons d'ignorer immédiatement dans la loi de finances qui suit,
alors que l'encre constitutionnelle n'est même pas sèche. Cela occupe les colonnes des journaux pendant des semaines, et je pense que ça ne participe pas à la pédagogie que nous devons impérativement, quand on croit à l'exercice, à l'utilité de la politique au sens grec du terme, ça ne participe pas à l'information des citoyens telle que je l'imagine. Je prends un autre exemple vécu, là, j'ai été maire longtemps, vous avez eu la gentillesse, monsieur le bâtonnier, de le souligner, lors de la célébration des mariages. Et je note d'ailleurs que ça s'est encore aggravé depuis que je ne suis plus maire, ce qui n'a naturellement rien à voir, mais depuis 2 siècles, les maires lisaient, avant de recueillir le consentement des époux, des articles du Code civil rédigés à la glorieuse époque de cette fin du XVIIIe siècle, avec d'une beauté absolument extraordinaire. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Quand vous avez dit ça, vous avez tout dit. Les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. C'est merveilleux. Alors là, maintenant, c'est le pompon, si vous exprimez l'expression. C'est-à-dire que vous avez un article qui est relatif à l'autorité parentale. Il est absolument incompréhensible, sauf que vous comprenez qu'en gros, vous allez devoir demander aux enfants leur avis avant de prendre quelque décision que ce soit les concernant. Ce qui fait d'ailleurs beaucoup rire toutes les personnes qui sont invitées au mariage. Le consentement est un moment non pas tragique, mais un moment quand même de très grande responsabilité, et tout le monde rigole parce que les articles du Code civil les font rigoler. Mais ça ne s'est pas amélioré depuis, parce que depuis le 1er mai 2011, on leur raconte une histoire formidable où on leur dit que s'ils ont envie de déplacer les meubles de leur logement, eh bien, il faut qu'ils aillent voir le juge des affaires matrimoniales. Le juge aux affaires matrimoniales. Je ne vous cache pas que ceci ne me paraît pas donner à la législation une majesté de nature à faire l'admirer par ceux à qui elle s'applique. Donc cette incontinence normative, supposée faire le bien, crée un désordre profond, selon moi. Et elle repose sur, et c'est ça qui, à mes yeux, le plus important, elle repose sur l'illusion que l'édiction d'une règle permet l'économie d'un effort. L'illusion que l'édiction d'une règle permet l'économie d'un effort. Laisser croire ça, ça n'est pas raisonnable. Laisser croire ça à ses enfants, c'est coupable. Le laisser croire à ses concitoyens, ça n'est pas mieux. Une règle relative à une exigence morale doit être tenue, tout simplement. Et la sanction doit être immédiatement appliquée si on n'a pas respecté cet engagement. Donc vous voyez, ce sont des exemples qui sont au cœur d'un malentendu profond, qui selon moi, même si ce n'est pas le thème de la soirée, un malentendu qui se creuse entre les peuples et leurs dirigeants, et ça dépasse bien entendu le périmètre de la France, vous l'imaginez bien. Il n'est pas, à mes yeux, d'autorité durable, d'autorité reconnue, respectée, obéie, sans exemplarité. Et les postures médiatiques fracassantes au plus haut niveau des États, sans suite effective, font douter les peuples de l'importance et de l'utilité de leur pouvoir public, de leurs lois, de leurs règlements. Une sorte de désenchantement se diffuse au sein des sociétés modernes et elles ouvrent la porte au cynisme, au populisme comme au désordre qui menacent la paix sociale et l'harmonie des sociétés. Et donc je crois, monsieur le bâtonnier, qu'un nouvel ordre juridique doit s'imposer et que cette œuvre est urgente, qu'elle doit mobiliser tous les juristes, ça permettra aux avocats et aux notaires d'ailleurs de ne plus discuter de leurs affaires entre eux, et que tous les juristes de bonne volonté, quel que soit leur rôle, dans l'univers du droit. Un court détour, je n'y résiste jamais parce que nous devrions le lire en permanence, le discours préliminaire au Code civil prononcé par Portalis est éclairant, et je le cite. Les lois ne sont pas de purs actes de puissance. Ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu'il exerce un sacerdoce. Il ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois. L'office de la loi est de fixer par de grandes vues, autre chose que le déplacement d'immeubles, par de grandes vues, les maximes générales du droit, d'établir des principes féconds en conséquence, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. S'agissant du mariage et s'agissant de la famille, Portalis considère que l'institution dépasse le cadre privé
et qu'elle concerne la société tout entière. La loi, selon lui, doit régir les relations des époux, l'un envers l'autre, mais aussi envers la société, et notamment doit les soumettre à des obligations communes envers ceux à qui ils ont donné l'être. Je le cite encore, les lois civiles doivent interposer leur autorité entre les époux, entre les parents et les enfants. Elles doivent régler le gouvernement de la famille. Dans le mariage, on ne stipule pas seulement pour soi, mais pour autrui. On s'engage à devenir comme la providence de la nouvelle famille à laquelle on va donner l'être. On stipule pour l'État, on stipule pour la société générale du genre humain. La société est donc toujours partie prenante dans les questions de famille. Après un rappel de préceptes que je crois profonds, que fait le législateur aujourd'hui? Ces lois doivent-elles être plus parfaites que les hommes à qui elles sont destinées? Voilà une question que je propose à votre méditation. Les lois doivent-elles être plus parfaites que les hommes à qui elles sont destinées? Alors, quelles ont été les réponses du législateur ces dernières décennies face aux évolutions des mœurs et de la société? D'abord, et ça n'est pas toujours su par tout le monde, c'est sous la pression des conventions internationales qu'est intervenue l'évolution juridique. La Convention européenne des droits de l'homme ne permet plus de conférer à la cohésion et à la protection de la cellule familiale une priorité sur les droits individuels des époux. Or, si les droits individuels doivent être soigneusement protégés, je pense que nous sommes tous attachés aux droits individuels à cette table, faut-il pour autant les laisser supplanter l'œuvre commune accomplie par deux personnes, comme c'est le cas dans le mariage, et les droits individuels de chacun des époux sont-ils plus prioritaires que ceux de la famille qu'ils ont fondée? Je me pose très sincèrement la question et, pour tout vous dire, je vous la pose à vous-même. Le législateur a tenté d'adapter le droit aux mœurs, sans toujours résister à la fuite en avant par des normes supposées collées aux pratiques modernes ou nouvelles. Il a manqué, à mes yeux, un ensemble normatif suffisamment clair et surtout suffisamment assumé pour permettre aux comportements de s'élaborer et surtout aux familles et aux personnalités de se construire par rapport à des repères stables, sûrs et compréhensibles. La place du droit au regard des comportements privés est certes extrêmement difficile à délimiter, j'en suis bien conscient, mais il appartient aussi à la société et donc à son droit d'éclairer les familles sur le rôle qui leur est imparti. Toujours Portalis disait « Les familles sont la pépinière de l'État. Chaque famille est une société particulière et distincte dont le gouvernement importe à la grande famille qui les comprend toutes. » Et les 2 siècles qui viennent de s'écouler n'ont pas changé fondamentalement cette conception, puisque la France prétend toujours mener des politiques familiales volontaristes. Et c'est vrai que nos sociétés humaines sont en attente, oserais-je dire en manque de repères qui fassent sens pour chacune des personnes qui les composent. Les cadres juridiques doivent imprimer une force symbolique majeure. Dans cette perspective, d'ailleurs, nous les juristes, nous savons qu'il y a 2 écueils à éviter. Une faiblesse sur les principes par peur de l'opinion publique, et en revanche, une réglementation tatillonne pour essayer de régler les détails des comportements. Et le dernier danger est d'élaborer une législation pour résoudre les cas litigieux en oubliant la généralité des situations pour lesquelles l'existence de normes expressives serait indispensable. Donc, si le législateur doit tirer les conséquences des évolutions des mœurs et des mentalités, il a tout autant à assurer la permanence des repères, à travers l'énoncé d'un droit qui institue, d'un droit qui ordonne la symbolique des liens, des droits, des obligations de toutes les parties au contrat social de la famille. Donc, la France est logique parce qu'elle considère que son rôle est important dans la vie des familles, mais il me semble que pour l'instant, son droit n'a pas été à la hauteur de ses affirmations ou des ambitions qu'elle a exprimées. Je vais essayer d'aller plus vite en vous disant un mot à titre d'exemple de la fiscalité. Elle intervient de manière de plus en plus brouillonne au regard de la famille. Après de longues années de régimes fiscaux très favorables, ceux-ci ont été pris souvent en otage par les débats idéologiques sur les inégalités fiscales.
comme il peut s'avérer, je le confirme tout à fait, et nous sommes plusieurs à cette table à pouvoir l'affirmer, qu'une famille aisée bénéficie d'un régime favorable à raison de son nombre d'enfants, des voix se sont élevées contre ce qui a été considéré comme une forme d'inégalité. Il en est résulté une confusion en fait assez grande, et qui ne permet plus de savoir quelle est la politique fiscale en faveur de la famille. Je m'explique. Si on veut lutter contre l'inégalité des revenus, il y a des mesures fiscales qui visent à réduire les inégalités des revenus. Mais faut-il organiser une plus grande égalité des revenus en chaque matière fiscale? Faut-il que la TVA soit différenciée quand on va chez le boucher ou chez le boulanger selon le niveau de ressources du ménage qui vient acheter sa marchandise? Et tout ça pour vous dire que nous avons dans ce domaine une confusion qui est liée probablement au fait que les pouvoirs politiques n'arrivent pas à assumer ces sujets. Soit nous voulons une vraie politique familiale et nous acceptons de la financer et d'assumer son financement, quand bien même cela aboutirait à conférer des avantages indirects à des familles réputées plus aisées que d'autres. Et il est possible de les rattraper, si on a vraiment envie de les rattraper, par d'autres dispositifs fiscaux, mais pas le faire au regard de la famille, sauf à brouiller complètement la politique qu'on veut mener. Un mot pour le droit. Il y a une ambiguïté aussi à mes yeux. Mais après avoir parlé avec Béatrice, je suis conscient que probablement je suis trop conservateur. Donc elle va corriger ce que je vais dire. Mais je ne vois pas, de la part du législateur français, aujourd'hui de vision claire sur la forme d'union qu'il recommande à ses concitoyens. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que le législateur français considère que le mariage est un cadre juridique protecteur de la famille et plutôt favorable à l'organisation de la société? Si tel est son point de vue, j'aimerais qu'il le décline dans tous les domaines. C'est-à-dire que ce qui est en train de se produire, c'est le contraire. C'est-à-dire que finalement, toutes les formes d'union, quel que soit le cadre juridique qui est choisi, sont alignées sur le même régime. À un moment donné, les futurs époux ou partenaires vont se demander si le cadre juridique du mariage est bien le plus approprié à leur union, puisqu'il n'est plus fait de différence par le législateur sur la qualité du cadre juridique choisi. Et pourquoi ceci me gêne? Ce n'est pas du tout pour fracturer la société française par des débats idéologiques dont elle souffre déjà beaucoup, mais une rupture d'une union par simple lettre recommandée, c'est un sujet. C'est un sujet de société qu'il faut tout de même traiter. Et je pense qu'il n'est pas traité, en tout cas de manière totalement assumée et de manière totalement transparente dans notre pays. Je termine. Nous avons fait un voyage qui a été trop long pour vous, j'en suis bien conscient, trop bref pour moi parce que j'aurais voulu dire plus de choses, mais ça m'a permis en tout cas, de mieux comprendre le rapport à l'argent pour les familles. Et je ne pense pas, pour terminer, que l'argent soit fondamentalement bon ou fondamentalement mauvais. Il est ce qu'en font les humains comme en beaucoup de choses. Et les sociétés organisées, ce qu'elles en font elles-mêmes. Simplement, je veux dire, puisque nous sommes accueillis par des autorités religieuses, que les valeurs qui sont enseignées par l'Église doivent nous aider précisément à trouver des réponses humaines aux effets indésirables et parfois désastreux de l'argent. La diabolisation de l'argent ne me paraît pas plus convaincante que l'affirmation qu'elle est totalement neutre ou qu'il est totalement neutre. Ce ne sont pas des bonnes réponses. Ce que je crois profondément, c'est que l'argent doit diffuser de la confiance. Cela a probablement été dit la semaine dernière, de la confiance au sein de la société. L'argent doit gagner sa légitimité dans la morale, dans la justice, dans le mérite, dans le travail, dans la solidarité et dans la générosité. L'argent doit tisser des liens sociaux et pas les distendre et encore moins naturellement les rompre. Donc, on doit en faire un instrument de progrès et cet instrument de progrès ne peut être bâti, construit qu'avec une éthique vraiment exigeante et une éthique pédagogique. Alors, pour une raison qu'enseignaient les grands théologiens du Moyen-Âge,
le politique doit compter avec la faiblesse humaine et s'efforcer d'éviter les désordres. Alors à la religion incombe le soin de tracer aux hommes le chemin de la perfection, en commençant par l'équilibre et par la raison. Merci de votre patience. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce propos absolument passionnant. J'ai, vous l'imaginez, adoré plusieurs de vos passages, notamment le passage sur l'incontinence normative. Les juristes ici ont tous apprécié. C'est vrai que nous sommes, nous juristes, confrontés à un flot continu de normes, du règlement européen, de la directive européenne, de la jurisprudence de la Cour de l'Union, de la jurisprudence de la CEDH, des décisions de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, des cours et tribunaux, et puis des propositions de loi avec une activité absolument fascinante. Le bâtonnier que je suis a ainsi rencontré en 20 mois des choses aussi stupéfiantes que la disparition évoquée du juge d'instruction qui existait depuis 1804 et qui finalement a survécu, en tout cas semble avoir survécu, la disparition des avoués qui existaient depuis l'Ancien Régime et qui ne seront plus à la fin de l'année le représentant des parties devant les cours, la création de l'acte d'avocat qui vient s'insérer entre l'acte authentique et l'acte sous seing privé. Bref, la QPC qui bouleverse complètement l'équilibre d'un procès traditionnel avec ce questionnement sur la loi. Bref, nous sommes, nous, juristes, en face d'une question très compliquée à résoudre qui est de donner un conseil fiable, une sorte de sécurité juridique à nos concitoyens. Vous savez, les gens qui viennent nous poser des questions, ils attendent une réponse sereine. Et c'est, mon Dieu, bien compliqué face à cette évolution, cette espèce d'émulsion de la loi. Il n'y a plus véritablement de stabilité du cadre juridique. Il y a une espèce d'enveloppe générale constitutionnelle au sein de laquelle il y a une agitation atomique qui est un peu compliquée à décrypter. Et puis, vous l'avez dit aussi, il y a un problème sur ce que souhaite l'État. Car après tout, si on savait ce que souhaite l'État, en tout cas ce que souhaitent ceux qui expriment la voix de l'État, on pourrait se dire qu'on a le sens général du mouvement et qu'après tout, les lois doivent s'inscrire dans ce sens général. Donc on pourrait, comme si on avait une boussole, décrypter ce qui va se passer demain. Et en réalité, c'est vrai qu'on ne le sait pas. Et donc, face à cette absence de boussole, nous sommes en difficulté. Et puis, vous l'avez dit aussi, il y a plus de lois. Et moi, avocat, j'y vois aussi deux raisons. J'y vois deux raisons. La première raison, c'est une défiance du législateur face au juge, une défiance du politique face au judiciaire. C'est-à-dire que comme on ne sait pas très bien ce que va faire le juge, on fait une loi extrêmement précise pour être sûr qu'il ne dira pas de bêtises. Et donc, plus on fait de lois précises, plus on réglemente, plus, bien sûr, les choses sont compliquées. Et plus le juge, qui n'est plus la bouche de la loi, mais le technocrate de l'application du texte, eh bien, il a tendance à se rebeller. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on légifère sous le coup de l'émotion. Ça, c'est, à mon avis, une grande tendance législative contemporaine. Il se passe un événement qui crée une émotion considérable dans l'opinion, et on légifère. Et on légifère en pensant que le passage du texte entre les mains des deux assemblées va donner une solution, alors que vous l'avez dit très justement, il est erroné de dire que l'édiction d'une règle permet l'économie d'un effort. Je garde cette phrase pour des discours à venir, car je trouve qu'elle est extrêmement remarquable. Alors, maintenant, Béatrice Weisgut, l'avocate, va nous parler, bien sûr, de son expérience et de ce sujet majeur de la famille, de la loi et de l'argent. Mais pour rentrer dans ce propos, je voudrais deux réflexions. La première réflexion, c'est que le mariage reste le lieu où les gens vont à l'église. C'est-à-dire que c'est assez stupéfiant, mais les gens ne vont plus à l'église le dimanche, les gens ne vont plus aux vêpres, les gens ne vont plus à Matines depuis longtemps, mais le mariage, quand même, la robe blanche,
il y a quelque chose de sacramentel qui subsiste et qui fait qu'on va, devant l'autel, réitérer ce qu'on a dit devant le maire, peut-être parce qu'on considère que ce qui est dit devant le maire, c'est pas véritablement suffisamment sérieux. Peut-être le texte de loi il incite au sourire, et que donc on va dire devant une autorité, devant quelque chose de supérieur, on réitère son consentement. Donc il y a une solennité de l'engagement matrimonial. Et dans le même trait de temps, tout le système législatif est fait pour encourager, j'allais dire, la deuxième chance. Car tout le système législatif sur le divorce, c'est de simplifier la disparition de la première union comme si la deuxième union serait celle qui serait la plus sérieuse, les époux échaudés ayant à ce moment-là le temps de mûrir le consentement qu'ils vont réitérer. Voilà. Et donc, on a ce système très particulier à Paris d'un mariage sur deux qui se termine par un divorce. Un mariage sur deux qui se termine par un divorce, je pense que tu m'arrêteras, Béatrice, si je me trompe, mais moins de 10 ans après le mariage, il y a un mariage sur deux qui a disparu. Et on facilite la dissolution de ce lien matrimonial. On facilite comme si on voulait dire aux époux, bon, vous vous êtes trompés, mais vous allez pouvoir recommencer. C'est la création, bien sûr, du divorce par consentement mutuel. Et c'est l'idée, alors que le mariage a été solennisé par le passage à l'Église, c'est l'idée de désacraliser la dissolution du lien matrimonial. Car il y avait, si je puis me permettre ce parallélisme, il y avait le sacré devant l'autel pour le mariage et il y avait le sacré, ou en tout cas quelque chose d'extrêmement solennel par l'intervention du juge dans la dissolution du lien matrimonial. Il y avait un tertium quid. Il y a un tertium quid pour solenniser l'union. Pardon de parler comme ça, je sens que je vais être voué aux gémonies en m'exprimant ainsi de notre Seigneur, mais il y avait quelqu'un qui intervenait au moment de l'union et il y a un juge qui intervient au moment de la dissolution. Eh bien, on va faire disparaître tout ça. Vous savez qu'il y a un moment, on a imaginé qu'on puisse simplement divorcer effectivement par un échange de lettres et que finalement, c'était jamais que la rupture d'un contrat. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, eh bien, les conventions peuvent être résiliées de la même façon. Eh bien, tout ceci est tout à fait intéressant parce que c'est dans cette émulsion législative que j'évoquais que se trouve ce qui constitue, pour certains tribunaux, plus de la moitié du contentieux. Au tribunal de grande instance de Marseille, 52% des affaires sont du contentieux du droit de la famille. Et donc, la déjudiciarisation, la disparition du juge répond aussi à une problématique de l'État qui est la charge budgétaire du contentieux familial. Cette charge budgétaire pèse sur les finances de l'État. Nous sommes en difficulté. La France emprunte 500 millions d'euros par jour pour faire face à ces échéances. Si on peut éviter de payer des magistrats, des greffiers pour simplement régler un problème de pension alimentaire ou de rupture du lien matrimonial, ça permettrait de faire de sérieuses économies. Or, il faut faire des économies partout. Donc, vous le voyez, à la fois, cette désacralisation et ce souci budgétaire se rejoignent pour que le juge disparaisse. Mais il n'y a pas de juge quand il n'y a pas d'avocat. Il y a des juges aux affaires familiales, j'en ai vu dans la salle, des juges aux affaires familiales, et il y a cette formidable avocate qui est Béatrice Fescout qui va nous dire ce qu'elle en pense. Merci, Monsieur le bâtonnier. Les praticiens n'ont pas le temps de penser. Et c'est la raison pour laquelle je remercie infiniment Thierry Massis de m'avoir proposé d'intervenir ce soir, parce que ça m'a obligé à prendre le temps de penser. Je suis effectivement un avocat de famille qui fait partie d'un barreau de famille qui est très puissant, très actif, qui est un barreau qui accompagne les gens dans leur crise familiale, qui est aussi un barreau qui est spectateur d'une société, ou en tout cas de famille en partielle décomposition. Mais il est vrai que nous n'avons pas toujours le temps de nous arrêter et de penser. Alors, pour ce soir, je me suis un peu arrêtée et avec beaucoup d'humilité, parce que je n'en ai pas l'habitude, eh bien, je viens vous livrer ces pensées et puis surtout essayer d'ouvrir avec vous des pistes de réflexion. Parce que je n'ai aucune envie de vous imposer mon regard sur cette société, mais juste d'interpeller certaines de vos pensées par rapport à des situations qui ont beaucoup changé. Alors, en propos liminaire, je voudrais tout de même essayer de cerner quelques concepts qui me paraissent absolument indispensables, qui ont déjà été un tout petit peu évoqués, mais je voudrais en redire un mot. D'abord, quand on parle d'argent dans la famille, on ne parle pas d'argent au sens propre, on parle surtout de biens.
On parle de société, par exemple, la société familiale. On parle de terres agricoles, on en a dit un mot tout à l'heure. On parle de maisons, surtout. Donc on parle de biens beaucoup plus que d'argent. On parle d'argent simplement en forme de solidarité ou de contribution. Ça, c'est une première réflexion. La deuxième réflexion, Alain Lambert l'a évoqué, mais je ne pense pas assez fort, c'est que l'argent, c'est de l'affect. Dans la famille, l'argent, c'est toujours de l'affect. Ce n'est pas ce fils intéressé ou cette femme intéressée, c'est toujours derrière un sentiment. Un sentiment d'injustice quand on n'a pas été doté de la même manière par ses parents que d'autres. Et franchement, c'est vrai que dans nos cabinets, on a des difficultés, mais c'est beaucoup plus grave encore que la bataille sur la petite cuillère. C'est des seniors, des gens de 50 ans, 55 ans dans votre bureau qui pleurent parce qu'ils se rappellent que finalement, si leur père ou leur mère ne leur a pas laissé la même chose qu'à l'autre, eh bien c'est parce que finalement, depuis l'enfance, ils ne les avaient pas aimés autant. Pourquoi la médiation familiale a tant de difficultés à se construire en France alors qu'elle serait très utile? Eh bien parce qu'on est parti du principe qu'il fallait régler les problèmes d'organisation de la vie des enfants et qu'on ne s'est pas du tout préoccupé de mêler ces questions à celles d'argent. Et si l'on ne mêle pas les questions d'argent à ces médiations, eh bien on n'arrivera jamais à résoudre les problèmes parce qu'on résout le problème du droit de visite et d'hébergement qui explose un mois ou un an ou 2 ans plus tard parce qu'on n'aura pas réglé la problématique financière. Donc l'argent, c'est de l'affect dans les familles. C'est une des grandes différences avec l'argent dans les autres corps sociaux. Une troisième réflexion, c'est que, comme dans notre société, me semble-t-il, dans les familles, nous avons une rupture du consensus sur la notion d'argent. Autrefois, vous vous mariez dans votre village, vraisemblablement avec quelqu'un qui était issu du même milieu, et finalement, tout le monde était à peu près d'accord sur ce qu'on devait faire de son argent. Aujourd'hui, dans les familles, d'abord dans le couple, vous avez des regards sur l'argent qui sont très différents et on se rend compte que beaucoup de ruptures proviennent d'un regard différent sur l'argent et l'usage qu'on doit en faire. Et puis, d'une manière transgénérationnelle. Vous avez les générations économes, vous avez les générations dépensières et puis vous avez la nouvelle génération qui se dessine et qui peut être une génération en rejet des valeurs d'argent. Donc au sein de la famille, alors qu'autrefois tout le monde était à peu près d'accord sur le rôle de l'argent, on ne l'est plus. Et je pense que c'est aussi une des raisons des fractures des familles. Et puis la loi dans tout cela. Alors, on en a dit beaucoup de mal et moi aussi j'en dirais du mal. Parce que la loi, de temps en temps, elle porte vraiment un espoir, elle porte une évolution sociologique et elle s'inscrit, on en parlera tout à l'heure, je dirais un mot effectivement de l'évolution de la loi sur les enfants adultérins. Mais souvent la loi, elle est accessoire à d'autres choses et notamment et effectivement la loi fiscale. Or, on ne dira jamais tout le mal que la loi fiscale fait à la famille, toutes les évolutions non voulues par les citoyens et même par nos gouvernants que la loi fiscale a induites. Voilà les quelques petites réflexions préliminaires par lesquelles je voulais introduire mon propos et ensuite je vais le poursuivre par l'idée que l'on doit partager la réflexion sur la famille entre la réflexion sur le couple et la réflexion sur la famille elle-même. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plus exactement autrefois, le couple était la structuration de la société. Si vous n'étiez pas dans un couple marié, votre existence sociale était compliquée. Aujourd'hui, on a le sentiment que le couple marié n'est plus la cellule qui structure notre société. Ce qui est plutôt la structure de notre société, c'est la cellule parentale. C'est-à-dire que notre société s'articule plutôt aujourd'hui, me semble-t-il, autour de l'enfant qu'autour du couple. Et d'ailleurs, on en voit la trace dans la loi, puisque la loi de 2002 concerne les enfants et la loi de 2004 le divorce, et que la loi de 2004 ne parle pas des enfants du divorce et renvoie pour cela à la loi de 2002 sur les enfants. Donc finalement, on se rend compte que l'on traite le couple différemment de la problématique familiale, c'est-à-dire le rapport des parents et des enfants. Et donc c'est la raison pour laquelle il m'a semblé qu'il était intéressant et peut-être interpellant de réfléchir sur ces questions d'argent et de famille, d'abord autour du couple et puis ensuite autour de la famille proprement dite.
Le couple, j'ai choisi, parce que le sujet est immense, le sujet qu'on nous a demandé de traiter ce soir, et j'ai choisi de traiter le couple marié sous 3 de ses aspects assez communs, si je puis dire, et puis un tout petit peu les autres couples auxquels Alain a fait allusion. Alors le couple marié, sous 3 de ses aspects, c'est 3 notions juridiques: la contribution aux charges du mariage, le régime matrimonial et puis la prestation compensatoire. Ce sont les 3 piliers des, je dirais, règlements sur les questions d'argent dans le couple. Alors la contribution aux charges du mariage, vous avez évoqué les textes du Code civil un peu obscurs, mais en réalité, qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce que le Code civil nous dit? Il nous dit que chacun dans un couple contribue à proportion de ses ressources aux charges du mariage. En réalité, c'est simplement une déclaration de solidarité. C'est-à-dire que celui qui est le plus riche contribue plus que celui qui est le plus pauvre. C'est-à-dire que celui qui gagne de l'argent entretient la famille, tandis que celui qui ne le gagne pas, eh bien, assume d'autres tâches, mais en tout cas n'entretient pas la famille sur le plan financier. Alors tout cela était effectivement très facile lorsque les rôles étaient bien déterminés. J'en vois d'ailleurs encore quelques traces dans les propos du bâtonnier, le rôle de la femme et de l'homme. J'ai cru comprendre quand il nous a présenté Alain et moi-même que Alain allait parler très intellectuellement de la loi et que moi je serais très concrète et je parlerais des choses du quotidien. Alors effectivement, dans l'état d'esprit de notre société, ça reste assez vrai. La femme s'occupe du foyer et l'homme va gagner l'argent à l'extérieur et le plus souvent avec son esprit. Mais je dirais quand même que la loi est confrontée à une évolution et nous sommes là quelques-unes à venir dire que peut-être nous pouvons aussi participer. Mais c'est récent, en 1965, une femme ne pouvait pas ouvrir un compte bancaire sans l'accord de son mari. Donc l'évolution, il faut vraiment le mesurer. Elle est d'une rapidité extraordinaire et du coup d'une violence extraordinaire. Alors, Alain vous l'a dit, c'est vrai, le travail des femmes, la baisse de la valeur de la femme au foyer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et les femmes ne sont pas les dernières à venir critiquer la femme qui est au foyer. Hein. Dans le lobby, je dirais, des femmes, il y a très peu de femmes qui défendent les femmes au foyer. Donc on est dans une situation où effectivement on réduit un peu cette valeur et puis les nécessités économiques imposent qu'il y ait 2 salaires, les risques, on dit un divorce sur 2, quand vous êtes marié, vous ne pouvez pas rester dans le confort d'avoir un mari qui gagne seul l'argent, parce que si vous n'avez aucune activité professionnelle, le jour où vous divorcez, vous vous retrouvez dans des situations terribles, on en parlera tout à l'heure. Donc, en réalité, cette évolution sociale a finalement réintroduit une sorte d'absence de solidarité, puisque finalement, il n'y en a plus un qui amène l'argent et l'autre qui donne autre chose. Non, chacun amène la même chose, c'est-à-dire l'argent. Alors, je trouve que c'est aussi intéressant de voir que derrière cette évolution-là, il y en a une autre que l'on commence à percevoir, je dirais une sorte de 3e évolution. Eh bien, c'est celle des hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les hommes qui revendiquent les valeurs de foyer et de travail au foyer. D'abord, on voit de temps en temps maintenant quelques hommes au foyer, et puis surtout, les hommes revendiquent le partage des enfants et donc de la charge que ça représente. Et je vous assure qu'on n'est plus simplement aujourd'hui dans nos cabinets dans des revendications masculines pour éviter le paiement d'une pension alimentaire. On est dans des vraies revendications paternelles, des pères même qui ont des activités très très prenantes et qui viennent vous dire mais je vais organiser mon activité pour m'occuper de mes enfants et je demande donc un hébergement alterné de ces enfants. Donc on a ces évolutions, je dirais, assez contradictoires et paradoxales, en tout cas peut-être successives et peut-être annonciatrices d'un retour à des valeurs qu'on croyait avoir perdues. Peut-être que les 35 heures n'y sont pas non plus pour rien. Et je crois que plus les hommes revendiqueront la résidence alternée, plus ils auront la charge effectivement de s'occuper de leurs enfants, plus les femmes auront de facilité à elles-mêmes demander de pouvoir partir à 18 heures pour aller s'occuper de leurs enfants. Donc je crois qu'autour de cette notion d'argent et de contribution aux charges du mariage, alors que le texte est resté identique, il recouvre aujourd'hui des réalités complètement différentes et évolutives. 2e chapitre, je dirais, le régime matrimonial. Alors ça, c'est un sujet extrêmement intéressant, d'abord parce que quand vous devez expliquer ce qu'est un régime matrimonial, c'est très compliqué. En réalité, le plus simplement du monde, on va dire que c'est le sort de la propriété des biens que vous avez accumulés pendant le mariage. Le régime matrimonial, principalement, règle le sort de ces biens.
Et donc, est-ce que ces biens sont communs? Est-ce que les biens que le couple a économisés, même si c'est seulement l'un des deux qui les a acquis, est-ce que ces biens sont communs ou est-ce que ces biens restent à celui qui les a payés? Le régime légal français, c'est-à-dire celui auquel vous êtes soumis si vous n'avez jamais passé de contrat de mariage avant de vous marier, c'est le régime de la communauté légale. Et je dois dire que certain nombre de nos clients, non dépourvus de qualités intellectuelles, découvrent avec horreur qu'ils ont constitué leur société et leur entreprise depuis leur mariage et que donc au moment de leur divorce, ils vont devoir partager cette entreprise et sa valeur avec leur épouse qui n'a rien fait puisqu'elle est restée au foyer. Donc, le régime légal français, c'est la communauté légale. Vous pouvez y déroger, et ça se fait souvent dans des familles riches, je dirais, par un contrat qui est le contrat de séparation des biens. Mais le pourcentage est extrêmement faible. Il doit y avoir à peine 5% de contrats de mariage. Donc, en réalité, la grande majorité de nos concitoyens sont mariés sous un régime de communauté. Quelques réflexions donc sur le couple marié, quelques réflexions sur les nouveaux couples, le PACS et le concubinage. Le concubinage, c'est une réalité sociale que le législateur se refuse en réalité à regarder, que la loi fiscale condamne d'une manière extrêmement préjudiciable. On se retrouve dans des situations de concubinage de 20, de 30 ans où le concubin est prêt à donner une indemnité à la concubine qu'il quitte. Mais simplement, cette indemnité, c'est une donation, et c'est une donation à une étrangère, puisque la concubine est une étrangère, même si c'est la mère de votre enfant. Et donc, elle est taxée à 60%. Autant dire, l'impossibilité, la loi fiscale aujourd'hui rend impossible l'indemnisation de la concubine. Je parlais tout à l'heure des incidences de la loi fiscale. Je pense que c'est vraiment important de retenir ça. Alors le PACS, lui, il a été effectivement au contraire, on a considéré que c'était au début d'ailleurs un statut fiscal favorable. Et puis, le PACS, je pense, c'est une aventure extrêmement intéressante. Une commission a été créée pour réformer le PACS. Le PACS, à l'origine, ça a été effectivement un choix politique. On a dit qu'il y a des lois politiques. Celle-là en était une. Et puis, la deuxième loi, donc la réforme du PACS, a été une loi vraiment beaucoup plus élaborée dans le cadre d'une commission avec des professionnels. Je participais à cette commission. Et finalement, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'elle a été conçue, cette nouvelle loi, comme le moyen d'offrir un nouveau mode de conjugalité. Et on retrouve toujours cette problématique du mariage qu'on n'arrive pas à situer. Le PACS, c'est un nouveau mode de conjugalité. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette institution qui a été créée pour les couples de même sexe, en réalité, est utilisée en grande majorité par les couples hétérosexuels. Donc on se trouve effectivement dans une institution qui répond à un besoin. Cette institution, c'est quoi sur le plan de l'argent? Alors effectivement, il y a une obligation de solidarité. Donc le PACS crée quand même cette obligation de solidarité dans la vie, pendant que l'on vit ensemble. En revanche, il y a une forme de régime matrimonial qui est dans le principe une séparation des biens, donc chacun reste avec ses biens, et une absence de prestations compensatoires. Donc on voit bien qu'on est dans une forme de solidarité pendant le mariage, pendant la durée de cette institution, et puis en revanche une vraie liberté de se séparer sans aucun dommage financier. On voit là encore combien effectivement l'argent au sein de la famille détermine des institutions et des organisations. Après le couple, donc effectivement la famille. Et la famille, c'est d'abord la solidarité, c'est la problématique des obligations alimentaires et la transmission, c'est la problématique de l'héritage. Vous voyez bien que finalement, derrière les concepts moraux ou affectifs, eh bien, vous avez à chaque fois tout de même un concept légal. Et ce concept légal, même s'il est imparfait, il existe et il est quand même un repère. Donc loi, famille, argent, la loi effectivement joue son rôle. Dans les obligations alimentaires, je voudrais aborder la contribution pour les enfants et puis aussi la contribution pour les ascendants. Parce qu'on est dans une situation aujourd'hui dans notre monde où effectivement nous allons être confrontés à la nécessité de contribuer alimentairement pour les anciens. La contribution pour les enfants, c'est la même solidarité entre les deux parents que dans le couple marié, c'est-à-dire que chacun contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources. À cet égard, effectivement, et ce point est le plus souvent traité dans le cadre des séparations, cette contribution, elle se matérialise par une pension alimentaire qui est versée par le parent qui
a plus d'argent, pas forcément d'ailleurs celui qui n'a pas les enfants. On est dans des résidences alternées où il y a des pensions alimentaires qui sont versées. On est toujours dans cette idée que s'il y en a un des deux qui est plus riche, il doit contribuer plus et donc il verse une pension alimentaire même si on est dans une résidence alternée. Et là, on doit quand même constater des chiffres très, très alertants. C'est qu'à peu près 40% des pensions alimentaires sont peu ou mal payées, ou voire pas payées du tout. Et là, la loi intervient. Parce que la loi, elle punit, mais est-ce qu'elle punit de la bonne manière? La loi, pour une pension alimentaire qui n'est pas payée, pour un enfant, maintenant aussi pour les femmes, encore que ça a été une question qui a été débattue, mais en tout cas pour les enfants, lorsque la pension alimentaire n'est pas payée, celui qui ne la paye pas commet un délit et est donc passible de peine correctionnelle. Donc, on pénalise effectivement le non-paiement de l'argent en considérant que c'est quelque chose de suffisamment dissuasif. On se rend compte avec les statistiques que j'ai évoquées tout à l'heure que ce n'est pas vrai. En revanche, on s'interdit complètement de sanctionner celui qui ne paye pas en le privant d'un accès à l'enfant. On est dans une conception aujourd'hui où, effectivement, on dit que l'enfant a besoin de ses deux parents et que donc, même s'il y en a un des deux qui ne contribue pas alors qu'il devrait le faire, eh bien, on va quand même laisser l'enfant accéder à ce parent. C'est quelque chose, quand on l'énonce, qui apparaît assez normal, puisque finalement, si on prive l'enfant de son parent, c'est l'enfant que l'on prive. Mais finalement, vous verrez, si vous échangez avec des gens autour de vous, et moi dans mon cabinet, et mes confrères, c'est quelque chose qui est extrêmement mal ressenti. C'est-à-dire que les citoyens ne comprennent pas très bien pourquoi on peut se désintéresser complètement matériellement d'un enfant alors qu'on a la capacité de le faire, de l'entretenir, et comment est-ce qu'on peut continuer à accéder à cet enfant et avoir le plaisir de passer des moments avec lui. Donc tout ça ne fait pas complètement consensus. D'autres éléments un peu en désordre de réflexion sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, mais en confrontation avec l'évolution de nos sociétés. Je rappelle que la majorité, il n'y a pas si longtemps, est passée de 21 ans à 18 ans. Est-ce que ça a vraiment changé l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants? Pas du tout. On doit quand même continuer à entretenir ces enfants même s'ils sont majeurs. On doit continuer à les entretenir tant qu'ils ne sont pas autonomes, tant qu'ils n'ont pas trouvé de travail. Et on se pose à ce moment-là des questions très délicates. La question, par exemple, de savoir si cet argent que l'on donne à un enfant majeur, on doit toujours le donner aux parents chez lesquels l'enfant demeure, ou est-ce qu'au contraire, on doit le donner directement à l'enfant? Et si l'on décline ces questions, on arrive à des questions assez fréquentes finalement, beaucoup plus qu'on ne le croit. Où un enfant majeur qui vit par exemple avec sa mère dans un appartement de 3 pièces, et la contribution est calculée pour permettre à la mère effectivement de continuer à héberger son enfant majeur dans ces 3 pièces. Et puis si l'enfant dit finalement je ne veux plus vivre avec ma mère, j'ai besoin d'aller vivre ailleurs, eh bien il va priver la mère de la contribution que le père verse. Et il va contraindre la mère à déménager. Nous sommes aujourd'hui dans des situations de cette nature, c'est-à-dire des jeunes majeurs confrontés à une espèce de conflit de loyauté abominable dans lequel ils sont obligés de rester chez l'un des deux parents parce qu'ils savent que finalement la contribution que leur père ou leur mère verse aux parents avec lesquels ils vivent est la seule contribution qui permettra de conserver le logement. Donc on est quand même dans des situations qui sont, par ces séparations, des situations cornéliennes, des choix vraiment extrêmement difficiles. On a d'autres situations, à l'inverse, très délicates, je dirais, là, pour les deux parents. C'est-à-dire qu'on a des enfants majeurs qui vivent chez leurs parents et puis qui disent « moi, j'en ai assez de subir l'autorité de mes parents, d'être obligés de venir dîner à l'heure ». Et qui donc décident de prendre leur indépendance. Autrefois, on disait, si tu prends ton indépendance, nous n'allons pas satisfaire tes besoins. Eh bien, aujourd'hui, effectivement, le majeur qui décide de quitter le domicile de ses parents, eh bien, il peut aller saisir un juge. Si ses parents ne lui donnent pas les moyens de quitter ce domicile, il peut saisir un juge et le juge condamnera les parents, s'ils ont effectivement les moyens, à subventionner cette indépendance revendiquée par le majeur, qui ne peut pas la subventionner tout seul. Et puis, on doit effectivement évoquer le problème
de Tanguy, hein, c'est-à-dire ce majeur finalement qui ne trouve pas de travail ou qui n'en a pas envie et qui demeure chez ses parents très longtemps, jusqu'au jour où ses parents vont devenir au chômage. Et là, nous sommes confrontés à des choix, là encore, extrêmement difficiles, avec des misères que la crise économique crée et dans lequel des parents, effectivement, sont obligés de mettre dehors leur enfant. Des films ont suffisamment illustré ça. Et tout cela nous amène évidemment au rôle éducatif de l'argent, parce que dans la notion de contribution à l'entretien d'un enfant, vous avez évidemment cette notion de rôle éducatif. L'argent a un rôle éducatif, l'argent de poche que vous donnez. L'argent a un rôle éducatif dans les dépenses. Et là aussi, la constatation que l'on fait, c'est que ce ne sont pas les gens les plus riches qui dépensent le plus pour leurs enfants. Les proportions de ressources sont absolument consacrées aux enfants sont beaucoup plus considérables dans les familles modestes. Et puis, cet élément assez intéressant aussi, c'est la discrétion, le tabou. L'argent est quand même toujours tabou dans notre civilisation française. Et si vous interrogez des adolescents, il n'y en a pas beaucoup qui seront capables de vous dire ce que gagnent leurs parents et quel est le patrimoine de leurs parents. C'est beaucoup plus tard que les enfants s'intéressent à ces questions. Et en tout cas, aujourd'hui, dans la famille française, on reste extrêmement taisant, sauf dans des situations de misère, on reste extrêmement taisant sur la situation financière des parents. La contribution pour les ascendants. Les ascendants, eh bien, effectivement, c'est la contribution que des enfants, un jour, quand eux-mêmes sont autonomes, doivent donner au titre des obligations alimentaires complètement légales à leurs parents qui sont dans le besoin. On voit se multiplier les procédures de cette nature pour des raisons, je dirais, variées. D'abord, les raisons de la crise économique et puis, évidemment, ce fameux phénomène que l'on voit partout qui est la dépendance, l'allongement de la durée de la vie. Et c'est assez intéressant de constater que dans notre société occidentale, notre culture, c'était l'idée que finalement les parents devaient aider les enfants. C'était dans ce sens-là que les obligations alimentaires existaient véritablement, alors que dans des pays en voie de développement, on fait des enfants pour permettre justement aux parents d'être aidés un jour. Eh bien, je crois que dans notre civilisation aujourd'hui, il va falloir se poser la question, parce qu'aujourd'hui, nous allons avoir un vrai développement de ces demandes d'obligations alimentaires, de ces demandes de subsides des ascendants vis-à-vis de leurs enfants. J'ai évoqué tout à l'heure les épouses, entre guillemets, délaissées et avec des prestations compensatoires insuffisantes. Mais je crois que même les couples qui sont restés mariés risquent un jour de venir demander ces sommes à leurs enfants. Ça, c'est la solidarité, donc ces contributions qui sont des contributions légales. Et puis, vous avez effectivement ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'héritage. L'héritage, c'est la transmission de ce que l'on a économisé toute sa vie. L'héritage, d'abord, je pense qu'on a parlé encore une fois, on va encore une fois parler de la loi fiscale. La loi fiscale est extrêmement importante dans la notion d'héritage. On parle aujourd'hui beaucoup de l'augmentation des droits de succession et incontestablement, l'augmentation des droits de succession a un impact sur la transmission. Il y a eu à une certaine époque des facilités données aux parents pour donner jeunes à leurs enfants la nue propriété de certains biens. Et on a vu effectivement, pour des raisons fiscales, les parents transmettre à leurs enfants un certain nombre de biens. Aujourd'hui, les notaires sont plutôt dans la réserve sur cette question, en considérant que finalement ces donations anticipées créent ensuite des situations de conflit parents-enfants, et puis que surtout les parents se sont trop vite séparés de leur patrimoine dont ils vont ensuite avoir besoin le jour où ils vont vivre trop longtemps. Mais l'héritage en France, c'est effectivement essentiellement cette notion de réserve, qui est une notion très très française, qui complique d'une manière extraordinaire le droit civil. Je dirais un peu comme les baristers anglais, buvons à la glorieuse incertitude du droit qui fait notre fortune. Je crois que la réserve fait la fortune des avocats et des notaires. La réserve, c'est effectivement cette part dont on est supposé ne pas pouvoir disposer auprès d'autres que ses propres enfants.
C'est une exception française, puisqu'il y a très très peu de pays qui connaissent cette réserve, et notamment dans le cadre des règlements européens qui sont aujourd'hui en cours d'élaboration sur les problématiques successorales. On voit bien que c'est un sujet qui a fait question. Comment est-ce qu'on reconnaît l'existence de la réserve lorsqu'elle doit s'exercer, par exemple, sur un bien acquis en Angleterre qui ne connaît pas la réserve? Aujourd'hui, si vous discutez individuellement avec un certain nombre de jeunes, ils considèrent que c'est une institution désuète. Et je pense que le législateur a eu raison, dans la loi de 2006, de commencer à entamer cette notion de réserve en donnant une certaine forme de liberté, liberté un peu contrôlée, puisque en réalité, quand on parle par exemple de la renonciation à la réserve, ça veut dire que si vous avez droit à une réserve, vous avez le droit d'y renoncer au bénéfice de quelqu'un d'autre. Mais c'est bien celui qui doit hériter, qui doit donner son accord, et celui qui transmet n'a pas la liberté de cela. Il y a également la possibilité, effectivement, de faire des donations. On les a évoquées, ces possibilités, c'est assez intéressant. Des donations graduelles, c'est-à-dire, ou des donations résiduelles, c'est-à-dire qu'on transmet finalement, on prévoit plusieurs générations de transmission. Je ne veux pas être trop technique sur cette question. La seule chose, je pense, qu'il faut essayer de mesurer, c'est quelle est la détermination de nos concitoyens à porter atteinte à ce droit des enfants d'hériter de leurs parents. Ce que je crois qui est beaucoup plus fort que la notion de réserve et ce qui crée finalement beaucoup plus de difficultés dans les successions, c'est l'atteinte à l'égalité. Je rappelle que la loi dit tout de même que l'héritage, en l'absence d'un testament, doit être partagé également entre les héritiers, donc lorsqu'il y a des enfants, entre les enfants. Et une arbitre me donnait cette remarque, elle me disait, mais finalement, je me rends compte qu'à chaque fois qu'il y a un procès dans le domaine de la succession, c'est qu'il y a eu, à un moment ou un autre, une inégalité entre les enfants. Et cette inégalité, je pense que c'est quelque chose qu'on a toujours du mal à accepter, même si elle est légitimement fondée. C'est-à-dire qu'on voit des situations dans lesquelles il y a incontestablement un des enfants qui a beaucoup plus besoin que l'autre de la transmission de ses parents. Et finalement, l'autre, celui qui en a moins besoin, ne le comprend quand même pas. Et de ce point de vue, il me semble qu'on peut dire que s'il y a des solidarités entre parents et enfants, la solidarité collatérale, si je puis dire, entre les frères et sœurs est une réalité bien moins répandue et beaucoup plus difficile à comprendre. Je pense qu'on en a l'illustration. J'avais eu cette conversation et ça m'a beaucoup éclairé avec le père Manet sur l'enfant prodigue, mais qui n'a pas en tête effectivement ce rejet par l'enfant docile du traitement si favorable de l'enfant prodigue. Donc, sur l'héritage et l'argent, là encore, c'est un peu ce que je disais en mon propos liminaire. Nous sommes dans une situation dans laquelle, derrière l'argent, ce n'est pas l'argent, c'est bien l'affect. Ce n'est même pas d'ailleurs la morale, c'est juste l'affect. Je dirais un mot d'ailleurs sur cet aspect de l'égalité entre les enfants, où là, la loi a véritablement fait œuvre utile. De 1972 à nos jours. Nous avions une situation dans laquelle les enfants nés hors mariage, on dit les enfants adultérins, donc les enfants nés hors mariage étaient non seulement non dotés, c'est-à-dire qu'ils n'héritaient pas naturellement de leur père, mais le père avait l'interdiction de le doter. C'est-à-dire que la loi était tellement attachée au mariage qu'elle considérait que l'intérêt du mariage était plus important que l'intérêt de l'enfant né hors mariage. Et donc, on protégeait, si je puis dire, le mariage par cette interdiction de pouvoir doter un enfant adultérin. Donc, il y a eu une évolution lente. On a commencé à pouvoir doter l'enfant adultérin, puis ensuite, il a eu droit, lui aussi, à une réserve, mais qui était la moitié de la réserve de l'enfant légitime. Et puis, aujourd'hui, il n'y a plus de différence. Il n'y a même plus de mots pour le nommer. Comme il n'y a pas de mots pour nommer l'enfant naturel, il n'y a simplement plus qu'un seul enfant et le Code a subi une révolution qu'on ne mesure pas suffisamment de mon point de vue, c'est-à-dire qu'on avait deux parties, l'enfant légitime, l'enfant naturel, et aujourd'hui on n'a plus qu'une partie dans le Code, c'est l'enfant.
Et de ce point de vue-là, je pense que la loi, je parlais tout à l'heure de la loi fiscale qui a des effets désastreux sur les mœurs, et des effets d'ailleurs non voulus. Et puis, il y a les lois, je dirais, dignes, les lois qui font vraiment progresser les situations. Et là, nous avons une loi qui est dans le sens complet de l'histoire, puisque c'est une loi qui met en avant l'intérêt supérieur de l'enfant, que notamment les conventions européennes ont considéré comme absolument primordial et comme un intérêt qui doit surpasser tous les autres intérêts, et notamment y compris celui du mariage. Donc je pense qu'aujourd'hui, la famille et l'argent ne sont pas bien traités ni par la loi ni par la justice, qu'il y a quelques repères, mais que ces quelques repères sont aujourd'hui en but à une évolution sociologique qu'on n'a pas bien maîtrisée. Nous vivons une période de transition. Je crois que ces familles décomposées vont devoir effectivement se recomposer selon d'autres schémas. Je me demande finalement si aujourd'hui il ne faut pas reparler de manière beaucoup plus complète de ces solidarités familiales. Ces solidarités familiales, on y a fait appel en matière de tutelle avec une loi qui laisse les personnes âgées dans des situations tout à fait invraisemblables. Je crois qu'aujourd'hui, il faut tout de même constater que l'État n'a plus les moyens ni la volonté d'aider les familles et que les solidarités, elles doivent se reconstituer autour de ces familles. Le mariage n'est sans doute plus le cadre idéal. Il y a sûrement d'autres cadres à développer. Mais je pense qu'en tout cas, si nous ne retrouvons pas la notion de geste gratuit, et je pense que c'est là où on peut vraiment considérer que la réflexion, je dirais, spirituelle doit intervenir. Si on ne retrouve pas dans notre société cette notion de geste gratuit au sein des familles, eh bien, effectivement, nous allons continuer la lente décomposition de ces familles et derrière la lente décomposition de notre société. Je vous remercie.